la deuxième partie de notre cours intitulée Modèle entité association et modèle relationnel. À quoi sert un modèle entité association? Vous savez que dans un système d'information, on a un ensemble de données qui sont manipulées au niveau du SI. Le modèle entité association permet de représenter de façon statique le système d'information de l'entreprise. Il a pour but de décrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation facilement compréhensible et le formalisme adopté par la méthode MERIS pour décrire ces données et les relations qui existent entre elles est le modèle entité association. Quels sont les concepts de base du modèle entité association? Le premier concept de base, c'est la propriété. Qu'est-ce qu'une propriété? C'est une information élémentaire, non déductible d'une autre information et qui présente un intérêt pour le domaine étudié. Le deuxième concept, c'est l'occurrence d'entité. C'est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système d'information que l'on désire décrire. Qu'est-ce qu'on appelle entité? C'est le regroupement d'un ensemble d'occurrences d'entités de même type. Chaque entité est composée d'un ensemble de propriétés. C'est quoi une association? On l'appelle parfois relation, est un lien sémantique qui lie deux entités. Mais c'est quoi les cardinalités? Ça, c'est le cinquième concept de base. Les cardinalités permettent de caractériser les liens qui existent entre une entité et la relation à laquelle elle est liée. La cardinalité d'une association est composée d'un couple comportant une borne maximale et une borne minimale. La borne minimale, généralement 0 ou 1, décrit le nombre minimum de fois qu'une entité peut participer à une association et la borne maximale, généralement 1 ou n, décrit le nombre maximum de fois qu'une entité peut participer à une association. Le sixième concept de base, c'est la notion d'identifiant. Qu'est-ce qu'on appelle identifiant? C'est une propriété particulière dans une entité telle qu'il n'existe pas deux occurrences d'entités pour lesquelles cette propriété pourrait prendre la même valeur. Comment on reconnaît les identifiants dans un modèle entité-association? Dans le modèle, il est recommandé de souligner la propriété identifiante ou bien de la faire précéder par un dièse. Évidemment, quelques règles à respecter lorsque vous voulez élaborer un modèle entité-association. La première règle, il faut exclure les polysémies, c'est-à-dire un nom de propriété qui a plusieurs sens. Deuxième règle, il faut éviter aussi les synonymies, c'est-à-dire deux noms de propriétés qui sont différentes, qui ont la même signification. Voyons cet exemple où on a trois propriétés. La référence, le numéro de produit et le nom. La référence et le numéro de produit signifient tous la référence d'un article. Voilà deux propriétés qui sont différentes et qui signifient la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la synonymie. Si on regarde nom au niveau de la liste des propriétés, dans la signification, on voit que nom peut signifier nom d'un produit ou bien nom d'un client. Voilà une propriété qui a plusieurs sens. C'est ça qu'on appelle la polysémie. Donc, il faut éviter donc dans un modèle entité-association la synonymie et la polysémie. Voyons à présent les contraintes sur les relations d'héritage. Avec le modèle entité-association, il est possible de définir une relation d'héritage entre entités. Exemple de contrainte qu'on peut définir sur la relation d'héritage, c'est la partition XT. Lorsque vous mettez XT sur une relation d'héritage entre deux entités, exemple, supposons qu'on est étudiant et enseignant qui héritent de personnes et qu'on veut représenter la contrainte selon laquelle une personne est soit un étudiant, soit un enseignant, mais pas les deux, on utilise la partition. L'exclusion. Lorsqu'on veut représenter toujours le fait qu'une personne est soit un étudiant, soit un enseignant, mais pas les deux, et il peut exister éventuellement d'autres catégories de personnes, par exemple PATS. Si vous voulez représenter cette contrainte sur la relation d'héritage, vous utilisez l'exclusion, vous mettez X sur la relation d'héritage. La troisième contrainte, c'est la totalité. Une personne est soit un étudiant, soit un enseignant, ou bien les deux. C'est-à-dire une personne peut être à la fois étudiant et enseignant. Si on a
cette contrainte qu'on veut exprimer sur la relation d'héritage, il faut annoter la relation en mettant T qui signifie la totalité. Et enfin, l'absence de contrainte. Cela signifie quoi? Une personne est soit un étudiant, soit un enseignant, ou bien les deux, et il peut exister éventuellement d'autres catégories qu'on appelle personnel administratif. Ça, c'est l'absence de contrainte. Voyons à présent le graphe des dépendances fonctionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle dépendance fonctionnelle entre parenthèses def? Une dépendance fonctionnelle relie deux données si la connaissance de l'une détermine la connaissance de l'autre. Exemple, A détermine B et noté A flèche B. Ça signifie que B dépend fonctionnellement de A, ou bien A détermine D, ou bien la connaissance de A permet de connaître B. Quelles sont les règles à respecter lorsque vous voulez passer du graphe des dépendances fonctionnelles au modèle entité-association? La première règle, c'est que toute donnée devienne une propriété au niveau du modèle entité-association. La deuxième règle, c'est que toute donnée qui est source de DF devient une identité ou identifiant d'une entité. Et la règle 3 nous dit quoi? Toute donnée cible de DF et non source d'une autre DF devient une propriété de l'entité dont la donnée source de DF est identifiant. Et enfin, la règle numéro 4, excusez-moi, une DF entre deux données sources de DF révèle quoi? Une association hiérarchique de type 1N non porteuse de propriété. Et la règle numéro 5, la présence d'une donnée concaténée, association de plusieurs données élémentaires sources de DF, révèle une association hiérarchique, non hiérarchique de type MN, porteuse éventuellement de propriété. Voyons à présent un énoncé. On considère un système d'information qui est relatif à la gestion d'une bibliothèque. Au niveau de ce système d'information, la bibliothèque contient des renseignements suivants. Par exemple, des ouvrages possédant des attributs tels que le numéro d'ouvrage, le titre, la date de parution de l'ouvrage et le nom de l'éditeur. Des auteurs d'ouvrages qui sont reconnus par leur nom, leur prénom et leur nationalité. Des étudiants qui empruntent ces ouvrages reconnus par leur numéro étudiant, leur nom, prénom, adresse et diplôme préparé. Des prêts consentis aux étudiants, date d'emprunt, de retour, numéro d'étudiant emprunteur et le numéro d'ouvrage emprunté. Et voilà une règle de gestion qui stipule que la bibliothécaire signale qu'un ouvrage peut être écrit par plusieurs auteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? La première question, c'est que nous allons construire le dictionnaire des données. Ce dictionnaire est un tableau qui récapitule l'ensemble des données du système d'information. Après, on va élaborer le graphe des dépendances fonctionnelles tel que nous l'avons expliqué dans le cours, qui n'est rien d'autre qu'un graphe qui permet de décrire les différentes dépendances qui existent entre les données. Et enfin, nous allons pouvoir élaborer, c'est-à-dire en déduire le modèle entité-association. Merci de votre attention et rendez-vous au niveau du prochain cours.